Chaque année dans le monde, des millions de gens montent à bord de trains qui filent à plus de 300 km/h. Au Japon et en Europe, c'est la norme depuis longtemps, mais les États-Unis ne font que commencer ce voyage. Aujourd'hui, l'Amérique construit sa première véritable ligne à grande vitesse en Californie, et les chiffres de ce projet sont stupéfiants. Des milliers de tonnes d'acier, soudées en barres continues de plusieurs kilomètres de long. Un acier si pur qu'il subit une purification moléculaire et un contrôle au laser. Pourquoi tout cela est-il fait avec une précision aussi maniaque ? Et que se passerait-il si le moindre micro-défaut restait à l'intérieur d'un rail ? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez quelque chose qui changera à jamais votre perception de la vitesse et de la sécurité. Les États-Unis sont des novices dans le club des véritables lignes à grande vitesse. Contrairement à l'Europe ou au Japon, où les trains circulent à plus de 300 km/h depuis des années, l'Amérique ne dispose pour l'instant que d'une seule ligne que l'on peut qualifier de rapide, l'Asla Express sur la côte Est. Mais même celui-ci n'atteint sa vitesse maximale de 240 km/h que sur de courtes sections spécialement modernisées. Sur la majeure partie du trajet, il roule beaucoup plus lentement à cause d'une infrastructure vieillissante. Mais la véritable révolution se déroule en ce moment même en Californie. On y construit la première véritable ligne à grande vitesse du pays, conçue pour des vitesses de plus de 350 km/h. Et là, les chiffres deviennent vraiment astronomiques, car pour une telle vitesse, il ne faut pas de simples rails, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais même cela ne suffit pas. Pour se débarrasser du dernier ennemi, le plus insidieux, les gaz dissous comme l'hydrogène, qui peuvent provoquer des micro-fissures, l'acier subit un traitement sous vide. La poche contenant le métal en fusion est placée dans une chambre dont on aspire l'air. Sous vide, l'acier se met littéralement à bouillir et tous les gaz indésirables s'en échappent. Ce n'est qu'après ce processus d'une pureté presque stérile que l'acier est coulé dans des moules, donnant naissance à de massifs lingots rectangulaires, les blooms. Ces blooms incandescents sont envoyés dans un four de réchauffage, où leur température est portée à l'état plastique idéal, 1200 degrés Celsius. Et de là, d'un orange éblouissant, il arrive au laminoir. C'est une série de cylindres d'acier géants, qui sont de véritables sculpteurs. Mais même cela ne suffit pas. Pour se débarrasser du dernier ennemi, le plus insidieux, les gaz dissous comme l'hydrogène, qui peuvent provoquer des micro-fissures, l'acier subit un traitement sous vide. La poche contenant le métal en fusion est placée dans une chambre dont on aspire l'air. Sous vide, l'acier se met littéralement à bouillir et tous les gaz indésirables s'en échappent. Ce n'est qu'après ce processus d'une pureté presque stérile que l'acier est coulé dans des moules, donnant naissance à de massifs lingots rectangulaires, les blooms. Ces blooms incandescents sont envoyés dans un four de réchauffage, où leur température est portée à l'état plastique idéal, 1200 degrés Celsius. Et de là, d'un orange éblouissant, il arrive au laminoir. C'est une série de cylindres d'acier géants, qui sont de véritables sculpteurs. En passant à travers des dizaines de paires de ces cylindres, chacun ayant un calibre unique, la barre informe s'étire sous nos yeux et prend progressivement le profil familier d'un rail. On forme le champignon massif sur lequel rouleront les roues, lame fine mais solide, et le patin large et stable par lequel le rail reposera sur les traverses. Chaque passage entre les cylindres est une pression colossale de plusieurs milliers de tonnes, qui ne se contente pas de changer la forme, mais compacte aussi la structure du métal, le rendant encore plus résistant. Mais le plus intéressant se produit après le laminage.
Un rail ordinaire refroidit simplement lentement à l'air libre. Mais le rail pour train à grande vitesse subit un entraînement spécial, qui transforme sa surface en une véritable armure. Ce processus s'appelle la trempe du champignon du rail. Tout juste laminé, encore rougeoyant, le rail passe à travers une installation spéciale, où un jet d'eau ou d'un mélange aéro, précisément contrôlé, est projeté sur sa partie supérieure, le champignon. Cela provoque un refroidissement brutal, par choc de la seule couche superficielle. Le résultat est un matériau étonnant, 2 en 1. En surface, sur une profondeur de plusieurs centimètres, se forme une couche d'acier incroyablement dure et résistante à l'usure, capable de supporter la pression colossale des roues d'affût du train sans se déformer. Et le cœur du rail, son âme et son patin, restent plus tendres et plus ductiles. C'est d'une importance capitale. Si tout le rail était aussi dur, il serait fragile comme du verre et pourrait se fissurer sous les vibrations. Mais ainsi, nous avons la combinaison parfaite. Une armure résistante à l'usure en surface et une base tenace et résistante au choc. Après le refroidissement, commence l'étape où la précision devient une religion. Le très long rail, parfois de plus de 100 mètres, passe par une machine à dresser. Un système de rouleau qui, avec une force incroyable mais une précision chirurgicale, le redresse jusqu'à l'état d'une corde parfaitement tendue. Le moindre écart, même d'1 millimètre, se transformerait en une vibration dangereuse à 300 km/h. Et c'est là qu'entrent en jeu les lasers et les ultrasons. Chaque mètre de rail est scanné par des capteurs laser qui vérifient sa géométrie, hauteur, largeur du champignon, symétrie du profil, avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme prendre les mesures pour un costume de luxe, mais pour un géant d'acier. Parallèlement, un détecteur de défauts à ultrasons se déplace le long du rail. Il envoie des ondes sonores à l'intérieur du métal et analyse leur réflexion, à la recherche du moindre défaut interne caché, micro-fissure, bulle ou inclusion, invisible à l'œil nu. Tout rail présentant le plus petit défaut est impitoyablement mis au rebut. Et la touche finale, qui distingue les lignes à grande vitesse, c'est la lutte contre les joints. Le tac-tac que nous connaissons bien est le son des roues passant sur l'espace entre 2 rails. À grande vitesse, ce choc se transforme en une force destructrice. C'est pourquoi ces longs rails de 100 mètres sont transportés vers des bases de soudage spéciales, où ils sont assemblés en barres continues de plusieurs kilomètres de long. Cela se fait par soudage, par étincelage. Les extrémités de 2 rails sont pressées l'une contre l'autre. On y fait passer un énorme courant électrique qui chauffe le métal jusqu'à l'état plastique. Puis, on les comprime avec une force énorme, les fusionnant littéralement l'une dans l'autre. Ensuite, le joint de soudure est soigneusement poli pour obtenir une surface parfaitement lisse et est à nouveau contrôlé par ultrasons. Et ce n'est que ces rubans d'acier parfaitement droits, sans joint, incroyablement solides et vérifiés au micron près, enroulés sur des wagons-plateformes spéciaux comme du fil sur une bobine, qui sont prêts à partir pour leur destination, pour devenir la route silencieuse mais impeccable des trains les plus rapides de la planète. Sur le chantier de la ligne californienne, les rails standards de 100 mètres sont soudés en longs rails soudés, pouvant atteindre 400 mètres. Puis, ces sections sont soudées entre elles sur place, créant des rubans d'acier de plusieurs kilomètres, absolument sans joint. Cela signifie que sur tout le trajet, le train ne fera pas le moindre tac-tac. Ce n'est pas seulement une question de confort pour les passagers. À 350 km/h, le moindre joint est un choc puissant qui détruit à la fois les roues et la voie elle-même. Chaque année, on fabrique dans le monde des millions d'obus d'artillerie. C'est plus que la population de certains pays.
En masse, cela représente des milliers de tonnes d'acier transformées en armes capables de changer le cours de l'histoire. Mais comment, à partir d'un cylindre de métal inerte, naît un mécanisme si précis qu'une erreur d'1 millimètre peut coûter une vie? Dans cette vidéo, on va franchir les portes d'un univers où les caméras ne sont presque jamais admises. Des fours chauffés à plus de 1200 degrés, des presses hydrauliques qui écrasent l'acier comme de la pâte à modeler, et des secrets explosifs, enfouis dans le silence d'ateliers spéciaux. Reste bien avec nous. Tu vas découvrir ce qu'on ne montre jamais au public. Tout commence avec l'acier. À l'usine arrivent des barres d'acier alliées de haute qualité, appelées Blooms. Ce sont de longs cylindres parfaitement ronds, chacun pesant plusieurs centaines de kilogrammes. Ils sont le squelette futur de l'obus. Première étape, on les découpe en cylindres plus courts, chacun destiné à devenir un projectile. L'image est parlante, comme on tranche un saucisson, sauf qu'ici c'est une énorme scie circulaire qui rugit et projette des gerbes d'étincelles en mordant dans le métal. Résultat, une série de lourdes rondelles d'acier. Ces cylindres froids partent ensuite pour leur baptême du feu, dans un four à induction, une sorte de micro-ondes high-tech pour métal. De puissants champs électromagnétiques pénètrent l'acier et le chauffent de l'intérieur. En quelques minutes, le métal gris et dur devient une masse jaune et incandescente, malléable, chauffée à environ 1200 degrés Celsius. Une fois portée à l'état de pâte, la pièce est saisie par un robot et glissée dans une presse hydraulique. D'abord, la presse perce la pièce pour y créer une cavité profonde. Puis, comme un potier avec son argile, elle étire et façonne la masse. L'acier s'allonge, les parois s'affinent. La cavité s'approfondit. En quelques frappes titanesques, le cylindre se transforme en une sorte de gobelet épais en acier, déjà pointu à son extrémité. La silhouette de l'obus apparaît, mais brute, couverte de calamine, encore imprécise. Vient alors l'usinage mécanique. On fixe la pièce dans un immense tour. Un outil en alliage ultra dur retire couche après couche, transformant la forge grossière en un corps parfaitement lisse et aérodynamique. Les tours à commande numérique usinent l'obus avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. À l'arrière, on creuse des gorges spéciales pour la ceinture de guidage. À l'avant, on taille un filetage parfait pour visser le détonateur. Mais à ce stade, le corps reste encore trop tendre. Pour qu'il supporte le tir, il doit être trempé. On place alors les coques dans un four, chauffé à environ 850 degrés, avant de les plonger brutalement dans un bain d'eau ou d'huile. C'est la trempe. L'acier devient incroyablement dur, mais aussi cassant. Pour réduire cette fragilité et donner au métal sa ténacité, on le soumet à un revenu, chauffé à plus basse température, puis refroidi lentement. Résultat, un corps d'obus parfait, à la fois capable de résister à l'explosion des gaz de poudre et assez ductile pour ne pas éclater dans le canon. Mais une coque vide, même solide, ne sert à rien. Commence l'étape la plus dangereuse, le chargement explosif. Dans un atelier séparé, sécurisé au maximum, on introduit la charge, souvent du trinitrotoluène, le fameux TNT, ou ses mélanges. À l'état brut, c'est une matière solide, en flocons jaunâtres ou en granulés. Pour remplir l'obus, on le fait fondre doucement dans des cuves à double paroi chauffées à la vapeur, permettant une température parfaitement contrôlée. Trop chauffé, et c'est la catastrophe. Les coques, nettoyées à la perfection, sont disposées en rangées et remplies lentement de cette masse liquide explosive.
L'opération est volontairement lente, pour éviter les bulles d'air qui rendraient la détonation instable. Une fois remplis, les obus passent un long refroidissement contrôlé, pour que l'explosif devienne un bloc homogène, sans fissure ni vide. Pendant que le cœur explosif se solidifie, dans un autre atelier encore plus propre, on fabrique le cerveau, le détonateur. C'est une pièce de mécanique de haute précision, presque horlogère. Il comprend des dizaines de micro-composants. Ressorts, engrenages, percuteurs, capsules, sécurité. Sa mission, rester inoffensif durant le transport et le tir, et n'agir qu'au moment exact voulu, à l'impact, en plein vol à une altitude donnée, ou après un délai précis. L'assemblage se fait en atmosphère quasi stérile, pour éviter qu'une poussière n'entrave le mécanisme. Puis vient l'assemblage final. À l'arrière, on presse la ceinture de guidage, en cuivre ou en métal tendre. Son rôle, s'ancrer dans les rayures du canon, imprimer une rotation à l'obus, et empêcher les gaz de poudre de s'échapper vers l'avant. Ensuite, à l'avant, on visse avec soin le détonateur terminé. Les obus sont ensuite peints en couleur de camouflage standard, souvent gris-olive, puis marqués de chiffres et inscriptions blanches ou jaunes. Ce ne sont pas de simples marquages, c'est le passeport de l'obus, calibre, type d'explosif, lot de fabrication, année de production, des données vitales pour les artilleurs. Les obus finis sont rangés avec précaution, dans des caisses en bois renforcé, ou des tubes étanches pour les protéger de l'humidité et des chocs. La fabrication des mortiers est proche, mais avec des spécificités. Leurs corps sont souvent en fonte moulée, car la pression dans un canon de mortier est bien plus basse. Leur forme est plus simple, en gouttes d'eau. Et surtout, à l'arrière, on fixe un stabilisateur, un empennage muni d'ailettes qui stabilise la trajectoire, comme les plumes d'une flèche. Entre ces ailettes, on glisse des charges additionnelles de poudre, en petits sachets de tissu en forme de beignet, pour régler la portée du tir. Et voilà, après ce long parcours, du cylindre d'acier brut au four rugissant, aux presses colossales, aux tours ultra précis et au silence dangereux des ateliers chimiques, naît un objet au sommet de l'ingénierie destructrice. Un projectile, prêt à accomplir sa seule et unique mission, frapper avec une puissance de feu implacable. Imaginez un fil d'apparence ordinaire, d'une couleur jaune doré, doux au toucher, que l'on pourrait enrouler autour de son doigt. Maintenant, imaginez que ce même fil, à poids égal, est 5 fois plus résistant que l'acier. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le Kevlar, le matériau dont on fait les gilets pare-balles, les casques, les câbles ultra résistants, et même des pièces pour les vaisseaux spatiaux. L'histoire de sa création est une véritable architecture moléculaire, où les scientifiques ont appris à aligner des molécules en rang parfaitement droit, comme des soldats à la parade, pour créer un matériau aux propriétés quasi surnaturelles. Pénétrons dans le sein des saints, l'usine chimique où, à partir de 2 poudres d'apparence banale, naît ce matériau de super-héros. Tout ne commence pas par le feu ni par la roche en fusion, mais dans le silence d'un laboratoire et dans de gigantesques réacteurs en acier inoxydable. Nous avons 2 protagonistes, 2 composants chimiques à l'apparence assez banale. Le premier est une poudre, le second, une substance aux allures de cristaux en forme d'aiguille, appelée chlorure de téréphthaloïl. C'est notre Lego moléculaire.
Imaginez que la première molécule a 2 mains et la seconde 2 crochets. Le défi consiste à les forcer à se prendre la main pour former une chaîne incroyablement longue et solide. Ce processus s'appelle la polymérisation. Dans un réacteur immense et parfaitement propre, on charge ces 2 poudres et on y ajoute un solvant spécial pour qu'elles puissent se déplacer et se trouver. Puis, on commence à agiter le réacteur. Et là, la réaction chimique se produit. Les mains et les crochets s'accrochent, molécule après molécule, formant une très longue macromolécule, semblable à un spaghetti. La réaction libère un sous-produit, l'acide chlorhydrique, ce qui rend le mélange extrêmement agressif et corrosif. Au bout d'un certain temps, le liquide dans le réacteur se transforme en une masse épaisse, visqueuse, de couleur dorée, semblable à du miel. Ce n'est plus un simple mélange, c'est un polymère appelé poly-p-phénylène téréphtalamide. Mais ce n'est pas encore le Kevlar, c'est seulement son embryon. Et c'est là que surgit un premier problème de taille. Ce nouveau polymère est incroyablement tenace. Ces molécules sont si droites, si rigides, et s'attirent si fortement les unes les autres que, dans le solvant, elles s'agglutinent immédiatement pour former des cristaux solides. Notre masse dorée et épaisse n'est en réalité pas une solution, mais une suspension, semblable à un gel, où des particules solides flottent dans un liquide. Essayer de faire une fibre à partir de ça, c'est comme tenter de faire passer du sable mouillé par le chat d'une aiguille. Ça ne marchera jamais. Pour transformer ce gel en quelque chose dont on peut tirer un fil, il faut le dissoudre complètement. Mais comment dissoudre ce qui est pratiquement insoluble ? Il faut un super solvant. Et les scientifiques l'ont trouvé. C'est l'acide sulfurique concentré. Imaginez, pour dompter ce polymère ultra résistant, il faut le plonger dans l'une des substances les plus corrosives et dangereuses connues de l'homme. La masse polymère épaisse est délicatement, et avec toutes les précautions de sécurité, mélangée à de l'acide sulfurique concentré et froid. Et un miracle se produit. L'acide brise les faibles liaisons entre les chaînes, les forçant à se lâcher les unes les autres et à se disperser dans la solution. Mais le plus important, c'est que les molécules rigides et en forme de bâtonnets du Kevlar, dans cette solution, ne se comportent pas de manière chaotique comme les polymères ordinaires, mais forment ce qu'on appelle une solution de cristaux liquides. Cela signifie qu'elles s'alignent d'elles-mêmes en groupes parallèles, comme des bûches flottant au gré du courant. C'est le moment clé. Déjà à ce stade, alors qu'elles sont encore à l'état liquide, les molécules commencent à se préparer pour leur future super résistance. Maintenant, cette solution de cristaux liquides, épaisse et visqueuse comme de la résine, est prête à devenir une fibre. Commence alors un processus appelé filage au jet sec humide. La solution est acheminée sous une pression énorme vers une pièce spéciale appelée une filière. C'est une plaque de métal percée de centaines de trous microscopiques, chacun plus fin qu'un cheveu humain. La solution est poussée avec une force incroyable à travers ces trous, et de l'autre côté apparaissent des centaines de filaments très fins et brillants. Mais ils ne sortent pas simplement dans l'air. D'abord, ils traversent un petit interstice d'air, de quelques millimètres à peine, où ils s'étirent légèrement, et les molécules, déjà partiellement ordonnées, s'alignent de manière encore plus parallèle. Puis, ces filaments encore liquides plongent immédiatement dans un bain de coagulation. C'est un bassin d'eau froide ou d'une solution spéciale. Lorsque la solution acide chaude rencontre l'eau froide, un durcissement brutal se produit. L'acide est éliminé et les chaînes de polymères se figent dans cette position parfaitement ordonnée où elles se trouvaient.
Sous nos yeux, le liquide s'est transformé en une fibre solide, mais toujours flexible et dorée. Du bain de coagulation sort une mèche composée de centaines de filaments individuels. Mais elle est encore imprégnée de résidus d'acide et d'eau. Elle passe donc par toute une série de bains de rinçage où elle est soigneusement nettoyée, puis par des chambres de séchage, où toute l'humidité est éliminée. Nous avons maintenant une fibre de Kevlar propre et sèche. Elle est déjà extraordinairement résistante, mais ce n'est pas encore sa limite. Pour atteindre des performances maximales, la fibre subit une épreuve finale, l'étirage thermique. La mèche de fibre est chauffée à haute température, 300 ou 400 degrés Celsius, pour la rendre légèrement plastique, et elle passe à travers un système de rouleaux tournant à des vitesses différentes. Les rouleaux suivants tournent plus vite que les précédents, ce qui force la fibre à s'étirer. Cet étirement final accomplit quelque chose d'incroyable au niveau moléculaire. Il élimine les moindres défauts d'orientation restants, forçant absolument toutes les longues et rigides chaînes moléculaires à s'aligner en ligne parfaitement parallèle le long de l'axe de la fibre. Elle se compacte de manière aussi dense et ordonnée que possible. Toute la force de milliards de liaisons intermoléculaires travaille désormais dans une seule direction. C'est comme comparer un tas de pailles éparpillées à une corde tressée serrée avec ces mêmes pailles. C'est cet ordre parfait qui confère au Kevlar sa résistance légendaire à la traction. Après cet entraînement final, la fibre est refroidie et enroulée sur d'énormes bobines. C'est le produit fini, un fil infini, brillant, doré, doux au toucher, mais capable d'arrêter une balle. À partir de ces bobines, on le tissera en tissu pour les gilets pare-balles, on le tressera en câble pour les ponts suspendus, ou on l'intégrera dans les matériaux composites des monoplaces de Formule 1. Et tout cela est le résultat d'un parcours incroyablement complexe, depuis 2 simples poudres jusqu'à une armée de molécules parfaitement ordonnées, se tenant épaule contre épaule, prêtes à supporter des charges qui semblent impossibles. Le marché des fibres d'aramide, dont le Kevlar est le roi, est une industrie mondiale qui pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Et ce chiffre ne cesse de croître, car l'humanité trouve sans cesse de nouvelles façons d'utiliser ce matériau, là où les matériaux ordinaires jettent l'éponge. Chaque année aux États-Unis, des millions de litres de mousse expansive sont installés. Et derrière ces chiffres se cache une technologie qui ressemble plus à une expérience scientifique qu'à de simples travaux de rénovation. Tout commence avec un camion qui ressemble à une usine mobile et 2 barils de liquide d'apparence banale. Mais dès qu'ils se rencontrent, une réaction se déclenche, capable de multiplier le volume par 100 en quelques secondes. La mousse remplit chaque interstice, transformant les murs en un cocon monolithique qui retient la chaleur et protège de l'humidité. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret de la manière dont cette technologie est en train de changer l'avenir de la construction. Un camion spécial ou une grande remorque arrive devant la maison. C'est comme une usine mobile sur roues. À l'intérieur se trouvent 2 grands barils, généralement de 55 gallons chacun, et tout un système de pompes, de compresseurs et de réchauffeurs. De ce camion partent 2 longs tuyaux, semblables à de gros flexibles, qui mènent directement à l'intérieur de la maison. C'est dans ces 2 barils que réside tout le secret. Ce n'est pas de la mousse prête à l'emploi, ce sont 2 composants séparés, qui sont en eux-mêmes des liquides assez quelconques. Les techniciens les appellent composant A et composant B. Voyons de plus près ce que sont ces liquides. Le composant A, souvent appelé isocyanate, est, on pourrait dire, l'activateur ou le durcisseur.
C'est une substance très réactive qui attend son heure pour lancer le processus. Le composant B est un cocktail bien plus complexe. Il contient une résine polyol, qui est à la base du futur plastique, ainsi que toute une série de substances auxiliaires. On y trouve des catalyseurs, qui agissent comme une allumette enflammant la réaction, la forçant à se dérouler incroyablement vite. Il y a un agent gonflant, une substance spéciale qui, lorsqu'elle est chauffée, se transforme instantanément en gaz, créant des milliards de minuscules bulles qui forment la structure de la mousse. On y ajoute aussi des retardateurs de flamme, des composés qui rendent le produit final résistant au feu. En somme, le composant B est le corps et l'âme de la future mousse, et le composant A est la clé qui déclenche sa transformation. Maintenant, suivons le parcours de ces deux liquides. Les pompes dans le camion se mettent en marche, aspirant le composant A et le composant B dans des tuyaux séparés. Mais il y a un détail crucial, les tuyaux sont chauffés. Un système spécial maintient la température des liquides dans une plage très étroite, généralement autour de 130 degrés Fahrenheit. C'est d'une importance capitale, car la bonne température assure une viscosité idéale et garantit que la réaction chimique se déroulera exactement comme prévu. Ces deux tuyaux chauds s'étendent jusqu'aux mains de l'opérateur, où ils sont connectés à un pistolet de pulvérisation spécial. Ce pistolet n'est pas un simple pulvérisateur, c'est un dispositif de mélange de haute précision. Jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à la chambre microscopique dans la buse du pistolet, les deux liquides ne se rencontrent jamais. Ils s'écoulent dans des canaux parallèles. Et voici le moment de vérité. L'opérateur, vêtu d'une combinaison de protection qui ressemble à une tenue d'astronaute et d'un masque respiratoire, s'approche d'un mur ouvert avec ses montants en bois. Il appuie sur la gâchette. À cet instant précis, deux flux de liquide chaud, sous une pression énorme d'environ 1000 livres par pouce carré, se précipitent dans la chambre de mélange de la buse du pistolet. Ils se heurtent l'un à l'autre, se mélangeant instantanément. Et aussitôt, en sortant de la buse, ce mélange est projeté sur la surface du mur. Et là, un véritable miracle commence. Ce qui n'était qu'un brouillard liquide se met à gonfler sous nos yeux. C'est comme la cuisson du pain, mais en accéléré 100 fois. En quelques secondes, la fine couche de liquide se dilate, augmentant son volume de 30, 60 et parfois même 100 fois. La mousse grandit, remplissant absolument tous les vides, toutes les fentes, les moindres fissures autour des tuyaux, des fils et des poutres en bois. C'est comme un organisme vivant qui enfle et se lève, créant une couche continue et sans joint. Cette réaction chimique est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage beaucoup de chaleur. Si vous approchez votre main de la mousse fraîche, vous pouvez sentir une forte chaleur. Parfois, une légère vapeur s'en dégage même. Mais ici, l'histoire se divise en deux, car il existe deux principaux types de cette mousse, et leurs propriétés sont très différentes. Le premier type est appelé mousse à cellules ouvertes. Pendant son expansion, les bulles de gaz qui se forment à l'intérieur éclatent, créant une structure semblable à une éponge. Si on la regarde au microscope, on peut voir un réseau de pores interconnectés. Cette mousse est très légère, souple et élastique. Au toucher, elle rappelle un peu une mousse de polyuréthane dense. Quand elle a complètement expansé et durci, l'excédent qui dépasse des montants se coupe facilement avec un long couteau ou une scie spéciale, laissant une surface parfaitement plane. La mousse à cellules ouvertes est un excellent isolant acoustique. Sa structure spongieuse amortit merveilleusement les ondes sonores.
C'est aussi un excellent isolant thermique, mais elle laisse passer la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'elle respire, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon le climat et la conception du mur. Le deuxième type, c'est la mousse à cellules fermées. C'est une toute autre bête. Au cours de sa réaction, les bulles de gaz formées n'éclatent pas, mais restent intactes, créant une structure composée de milliards de minuscules bulles de plastique isolées les unes des autres et remplies de gaz. Le résultat est un matériau beaucoup plus dense, plus dur et plus solide. Quand la mousse à cellules fermées durcit, elle devient si rigide qu'on peut marcher dessus. Elle ne se contente pas de remplir l'espace. Elle soude littéralement toute la structure du mur, lui ajoutant une rigidité et une résistance considérables. Contrairement à sa sœur ouverte, elle est absolument imperméable à l'air et à l'eau. C'est un pare-vapeur, ce qui en fait le choix idéal pour les fondations, les sous-sols et les endroits où une protection maximale contre l'humidité est requise. Ses propriétés d'isolation thermique, par pouce d'épaisseur, sont bien supérieures à celles de la mousse à cellules ouvertes, car le gaz emprisonné dans les cellules est un meilleur isolant que l'air. Après application et durcissement, on la taille également, mais cela nécessite un outil plus puissant, car elle est beaucoup plus dure. Ainsi, à la fin de la journée, lorsque les techniciens enroulent leurs tuyaux et repartent, à la place des murs vides, il reste quelque chose d'incroyable. Pas un assemblage de morceaux d'isolant séparés, mais un cocon continu, monolithique, parfaitement ajusté à chaque détail de la structure. Ce cocon n'a ni joint, ni raccord, ni interstice par où pourrait s'infiltrer le vent froid en hiver ou l'air chaud en été. Il a transformé un simple mur à ossature en une enveloppe thermique de haute technologie. Tout ce processus, depuis les 2 barils de liquide dans le camion jusqu'à la couche d'isolation finie, dure et incroyablement efficace, ne prend que quelques heures. Et c'est là toute l'essence et la beauté de cette technologie. Elle n'apporte pas un produit fini, elle le crée sur place en l'adaptant parfaitement à la forme et aux besoins de la maison concernée. C'est le summum de l'approche sur mesure dans la construction, où la chimie est au service du confort et de l'efficacité énergétique. Le marché de la mousse expansive aux États-Unis est une industrie énorme qui pèse plusieurs milliards de dollars. Chaque année, des millions, sinon des milliards, de livres de ces composants chimiques sont injectés dans les murs, les toits et les fondations des maisons américaines. Les experts prévoient qu'il augmentera de 6% par an, ce qui signifie que de plus en plus de gens choisissent cette méthode pour isoler leur logement. Cette croissance n'est pas alimentée par la publicité, mais par des avantages réels que l'on peut littéralement sentir et chiffrer. Chaque année, plus de 500 000 km de câbles d'ascenseurs sont installés dans le monde. De quoi faire 12 fois le tour de la Terre. Mais qu'est-ce qui rend ces câbles si fiables qu'ils supportent des tonnes de poids chaque jour? Comment? À partir d'un gros fil machine en acier, naît un brin plus fin qu'un cheveu, capable d'arrêter la chute d'une cabine du 10e étage. Et surtout, que se passerait-il si tous les câbles venaient à rompre subitement? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez quelque chose qui vous fera cesser de craindre les ascenseurs pour toujours. La fabrication des câbles d'acier pour ascenseurs est un processus technologique complexe, en plusieurs étapes, et rigoureusement réglementé par les normes européennes, pour garantir une fiabilité et une sécurité maximale. Tout commence avec la matière première, le fil machine en acier,
qui est un fil épais, généralement de quelques millimètres de diamètre, livré en grande bobine. Cette ébauche subit une première étape de transformation cruciale, le tréfilage. Le principe consiste à étirer successivement le métal à travers une série d'orifices de plus en plus petits. Ces orifices, appelés filières, sont fabriqués dans des matériaux ultra durs, comme des alliages spéciaux ou des diamants industriels, pour résister à des contraintes importantes. Avant le tréfilage, le fil machine est soigneusement débarrassé de la calamine en surface et enduit de lubrifiant pour réduire le frottement. À chaque cycle de tréfilage, le fil devient plus fin et plus long, et sa structure cristalline interne se modifie. Elle s'étire et s'aligne le long de l'axe, ce qui entraîne une augmentation significative de la résistance à la rupture. Le nombre de cycles de tréfilage peut atteindre 17 pour obtenir un fil d'un diamètre précisément défini, qui se mesure parfois en centièmes de millimètre. Pour les câbles destinés à être utilisés dans des conditions d'humidité élevée, un revêtement de zinc supplémentaire peut être appliqué pour protéger l'acier de la corrosion. Le fil à haute résistance ainsi obtenu est la matière première pour l'étape suivante, le toronnage, qui forme les torons, les principaux éléments de force du futur câble. Cette opération est réalisée sur des machines à toronner spéciales qui tordent avec une grande précision un certain nombre de fils, le plus souvent de 7 à 19, autour d'un fil central. Il existe différentes constructions de torons, définies par le type de contact entre les fils, par exemple ponctuel ou linéaire, ainsi que par le nombre de couches de toronnage. La construction du toron influence directement les caractéristiques d'exploitation du câble, telles que sa flexibilité, sa résistance à l'usure et sa résistance à la fatigue du métal. Une fois les torons prêts, ils deviennent les composants de l'étape finale du câblage, la formation du câble. Lors de cette opération, les torons sont enroulés autour d'un élément central, appelé lame. Lame remplit plusieurs fonctions importantes. Elle comble l'espace entre les torons, empêchant leur déplacement radial et leur déformation sous charge, et sert également de réservoir interne pour le lubrifiant. Lame peut être organique, faite de fibres de sisal ou de chanvre, qui absorbent et retiennent bien le lubrifiant, assurant une lubrification durable de la structure interne du câble. On utilise aussi des ames synthétiques, par exemple en polypropylène, qui sont résistantes à l'humidité et aux environnements agressifs. Pour les câbles travaillant sous des charges particulièrement élevées, on utilise une âme métallique, qui est en réalité un câble d'acier de plus petit diamètre, ce qui confère au produit une résistance et une stabilité à l'écrasement supplémentaire. Une fois le câblage terminé, le câble subit une finition finale. Il est imprégné d'un lubrifiant spécial pour câble. Ce lubrifiant protège de la corrosion et, ce qui n'est pas moins important, réduit le frottement entre les fils individuels et les torons lorsque le câble travaille en flexion, prévenant ainsi leur usure abrasive et les ruptures internes. L'étape finale, et la plus cruciale, est un contrôle qualité complet. Chaque lot de production est soumis à des tests rigoureux. Des micromètres laser vérifient avec une grande précision la conformité du diamètre du câble aux paramètres déclarés. Des échantillons de câbles sont testés sur des machines de rupture pour confirmer leur résistance réelle. De plus, on applique des méthodes de contrôle non destructifs, notamment le contrôle magnétoscopique, qui permet de détecter des défauts internes cachés, comme des ruptures de fils. Ce n'est qu'après avoir passé avec succès toutes ces vérifications que le câble reçoit un certificat de qualité, confirmant sa conformité aux normes et son aptitude à l'exploitation. Ainsi, la création d'un câble d'ascenseur en acier est un cycle de production séquentiel et contrôlé, où chaque étape vise à atteindre des performances élevées de résistance et de durabilité. En Europe,
plus de 6 millions d'ascenseurs sont en service. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de kilomètres de câbles d'ascenseurs y sont installés et remplacés, assurant le fonctionnement ininterrompu et sûr du transport vertical pour des millions de personnes. En Espagne, on dénombre plus d'1,1 million ascenseurs en service, ce qui en fait le pays avec la plus grande densité d'ascenseurs par habitant au monde. Et maintenant, nous sommes prêts à dissiper l'une de vos plus grandes peurs. Peut-être que certains cesseront de craindre les ascenseurs après cela. La scène où les câbles d'un ascenseur se rompent et où la cabine plonge dans le vide est l'un des mythes les plus populaires, mais aussi les plus irréalistes, créés par Hollywood. La cabine d'ascenseur n'est pas suspendue à un seul câble, mais à tout un système, généralement de 4 à 8, et même plus dans les gratte-ciel. Chaque câble est conçu pour supporter à lui seul le poids d'une cabine entièrement chargée. Ensemble, ils offrent une marge de sécurité colossale, 12 fois supérieure à la charge maximale. Cela signifie que si la cabine pesait 1 tonne, la résistance combinée des câbles serait calculée pour 12 tonnes. Pour que tous les câbles se rompent simultanément, il faudrait un événement absolument invraisemblable, comme une explosion dans la gaine qui les sectionnerait tous en même temps. De même, à cause de l'usure, ils ne cèdent jamais tous en même temps. Les câbles s'usent progressivement, et tout signe d'usure, comme la rupture de fils individuels ou une réduction du diamètre, est détecté lors des inspections techniques régulières, bien avant que la situation ne devienne le moins du monde dangereuse. C'est la partie la plus importante, que peu de gens connaissent. Imaginons l'impossible. Tous les câbles ont miraculeusement disparu. L'ascenseur ne tombera toujours pas. Dès 1852, l'ingénieur Elisha Otis a inventé un système de sécurité qui est à la base de tous les ascenseurs modernes. Il fonctionne indépendamment des câbles de suspension. En haut de la gaine se trouve un dispositif spécial avec son propre câble auxiliaire, relié à la cabine. Ce dispositif mesure en permanence la vitesse de l'ascenseur. Si la cabine commence à descendre plus vite que la normale, par exemple en dépassant la vitesse de 15%, la force centrifuge dans ce limiteur de vitesse force ses griffes à s'écarter et à bloquer ce câble auxiliaire. Le câble auxiliaire, qui vient de s'arrêter, active instantanément, via un système de levier, les freins principaux, situés sur la cabine elle-même. Ce sont 2 puissants parachutes en forme de coin. Ces pièces s'enfoncent avec une force énorme dans les rails de guidage métallique sur lesquels se déplace l'ascenseur. La force de friction est si grande que la cabine s'arrête très brusquement, mais de manière sûre, en l'espace de quelques mètres. En somme, c'est un peu comme si votre voiture, en cas de défaillance de toutes ses roues, déployait automatiquement 2 énormes ancres qui se planteraient dans la route pour l'arrêter. D'ailleurs, pourquoi personne n'a encore vraiment inventé un tel système pour les voitures? L'asphalte nous a rendus paresseux. La prochaine fois, vous voulez une vidéo sur la fabrication des voitures ou sur la pose de l'asphalte? Chaque année, plus de 50 milliards de tonnes de sable sont utilisées dans le monde. Mais imaginez un peu, même la richissime Dubaï importe du sable. Oui, au milieu du désert et des dunes, elle l'achète à l'Australie. Pourquoi? Parce que le sien est trop fin. Maintenant, imaginez des broyeurs géants qui dévorent des montagnes pour créer des plages. Ici, rien n'est ce qu'il paraît. De la roche ancienne au paradis artificiel. Comment, à partir de la pierre, crée-t-on des rivages qui valent des milliards? Et quel secret technologique se cache dans chaque poignée de sable? Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez ce que même les promoteurs de luxe préfèrent taire.
Dubaï importe du sable, d'Australie, d'Inde, d'Iran, mais surtout, elle le crée artificiellement à partir de débris de roches, de granit ou de calcaire. Compte tenu des particularités de son environnement naturel, le sable du désert local a un diamètre de grain moyen d'environ 0,15 mm, ce qui est beaucoup trop fin et trop rond pour créer des plages stables. À titre de comparaison, la granulométrie optimale du sable artificiel utilisé à Dubaï peut atteindre 2 mm. C'est précisément cela qui favorise une meilleure cohésion entre les particules, la stabilité du littoral et une sensation de confort sous les pieds. Dans les carrières massives, situées en périphérie de la ville, l'activité bat son plein, bien que cela ne ressemble en rien à la vie au sens habituel du terme. Là où les forces de la nature se sont un jour arrêtées, les hommes et les machines collaborent aujourd'hui pour transformer la forme et la substance de la pierre. De lourds excavateurs, tels les mâchoires métalliques de titans ancestraux, dévorent lentement et sans pitié les blocs de calcaire et de granit qui gisaient là, immobiles depuis des années, couverts de poussière et de la quiétude du temps. Ces engins titanesques, avec leurs godets puissants, découpent d'épaisses couches de roches, extrayant des fragments et des blocs de taille énorme. Le vrombissement des moteurs emplit l'air de rugissements sonores qui brisent le silence de la carrière, comme une tempête qui s'engouffre dans les montagnes. Les massifs rocheux, qui pendant des millénaires ont survécu aux tremblements de terre et aux pluies, semblent maintenant vulnérables face à l'assaut des mâchoires d'acier. Ces mâchoires de broyeurs, plus grandes qu'un homme, serrent et desserrent rythmiquement la pierre, comme des dents géantes qui dévoreraient la montagne pas à pas. Sous leur pression implacable, d'immenses morceaux de roche se fragmentent en morceaux de plus en plus petits. Les concasseurs à mâchoire travaillent avec une précision brutale. Ils brisent les blocs de telle sorte que de grosses pierres, de la taille d'un homme, il ne reste que des fragments de quelques dizaines de centimètres, que l'on peut déjà tenir dans ses mains. Ces fragments ne quittent pas la ligne de production. Ils sont immédiatement acheminés vers l'étape suivante, dans des rotors et des marteaux qui les pilonnent et les pulvérisent sans relâche, comme des couteaux qui hachent du bois, réduisant la granulométrie de la pierre jusqu'à la taille de grains de sable. Les moteurs de ces machines rugissent des grondes si fort qu'à l'oreille humaine, on dirait parfois que les roches elles-mêmes protestent contre leur transformation. La roche de granit se fissure sous la pression, se brise avec un son clair et retentissant, tandis que le calcaire, plus friable et plus rugueux, s'effrite comme du vieux bois sous les coups des engins. De fines particules arrachées à la masse principale forment une poussière qui flotte au-dessus de la carrière. Cet extraordinaire processus de broyage se poursuit sans interruption, jusqu'à ce que de la masse de pierre, il ne reste qu'une masse continue de petits grains homogènes, du véritable sable de pierre. La taille de ces grains, de 2 à 10 mm, est exactement celle requise pour le traitement ultérieur et la formation du sable artificiel. On peut facilement laisser couler ces grains d'une main à l'autre, sentir leur rugosité et leur poids, leur dureté et leur froideur dans la paume. Ils sont le résultat d'une longue et complexe transformation d'un minéral naturel, de la roche inébranlable aux matériaux fins, capables de donner aux rivages de Dubaï leur texture unique. Le sable, après un broyage primaire puis plus fin, arrive sur des tamis. Les machines effectuent une sélection extrêmement précise, ne laissant passer que les grains de la taille optimale, parfaitement adaptés à la création de plages artificielles. Les particules trop grosses, susceptibles de nuire à l'homogénéité du revêtement et de compliquer la pose, sont bloquées. Elles sont automatiquement redirigées vers un cycle de broyage supplémentaire, où de puissants marteaux ou des concasseurs à rotor s'attaquent à nouveau à la pierre en réduisant la granulométrie,
En revanche, les fractions trop fines, semblables à de la poussière ou à de très petites particules de pierre, sont séparées sur le champ. Elles sont inutiles pour ce type de travail, car elles ne sont pas assez stables et n'offrent pas la texture requise pour le sable de plage. Elles sont stockées dans des conteneurs séparés ou réintroduites dans le cycle de production pour un traitement ultérieur ou une utilisation dans d'autres domaines. Les opérateurs, malgré l'intensité et l'automatisation du processus, maintiennent une surveillance de tous les instants. Ils sont attentifs au moindre écart, car une seule poussière de pierre égarée, non conforme aux normes établies, peut gâcher l'aspect final de la plage ou dégrader la qualité du matériau. De telles particules étrangères peuvent créer des sensations désagréables au contact des pieds nus ou entraîner une irrégularité de la surface. Une fois que le sable est transformé en une masse homogène, il est immergé dans un environnement humide. Le lavage élimine la poussière, l'argile, les impuretés. Ensuite, une nouvelle étape, le séchage, pour qu'aucune goutte d'eau ne gêne le transport. Les laboratoires vérifient chaque lot. Est-il assez résistant? La granulométrie est-elle correcte? Ne reste-t-il pas de substances qui pourraient altérer l'aspect ou les sensations de la baignade? Et ce n'est que lorsque toutes les machines ont fait leur travail et que les spécialistes ont apposé leur signature sur les documents que de longues plateformes chargent des sacs et des tonnes de ce sable pour l'amener à la mer. Là, une autre métamorphose l'attend. Des engins spéciaux, convoyeurs ou camions, déversent le sable en couches sur des zones préparées, où des drains ont déjà été installés, où le sol a été compacté, où tout attend sa nouvelle couverture. Ensuite, de lourds rouleaux compresseurs et des plaques vibrantes rendent le sable dense, élastique, alignant chaque grain pour qu'il tienne bon même sous la vague. Là où c'est nécessaire, on ajoute au sable des coquillages broyés, des fragments de corail, des minéraux pour la teinte ou l'équilibre thermique, et parfois même des granulés de biopolymères pour que le matériau fin ne soit pas emporté par le vent. Les additifs polymères et biogéniques qui améliorent la qualité du sable sont utilisés à hauteur de 5 à 8% de la masse totale du matériau fini. Les plus courants sont les fragments de corail et les coquillages broyés, qui ajoutent une teinte blanche et augmentent la capacité thermique des plages, ainsi que plusieurs types de polymères synthétiques qui réduisent les pertes dues au vent. Leur utilisation est strictement contrôlée pour éviter toute pollution de l'environnement. On teste l'adhérence du sable, sa résistance à une pluie battante, on le pèse, on mesure sa dureté, on le teste même aux pieds nus, pour s'assurer qu'il est agréable au toucher. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de laine minérale sont produites dans le monde. Un matériau capable de dompter le froid, le feu et même la catastrophe climatique. Vous serez surpris d'apprendre que, pour la créer, on fait fondre des roches, du verre et même des déchets sidérurgiques. Dans cette vidéo, vous verrez comment, à partir de lave incandescente, naît une laine duveteuse, pourquoi elle est plus fine qu'un cheveu, et comment elle empêche l'émission de 200 tonnes de CO2. Mais surtout, nous allons révéler un secret que les fabricants taisent soigneusement. Regardez jusqu'à la fin, vous apprendrez ce que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. À la base de cette transformation magique se trouve une matière première, offerte par la nature elle-même ou par l'industrie. Pour créer la plus connue, la laine de roche ou de basalte, on utilise exclusivement des roches volcaniques, basalte, gabbro, dolomie et calcaire, qui constituent jusqu'à 98% du poids du produit fini. Dans un autre cas, pour la production de laine de verre, les principaux composants sont le sable de quartz,
la soude, le calcaire et, ce qui est crucial d'un point de vue écologique, jusqu'à 80% de verre recyclé, calcine. Il existe également la laine de laitier, fabriquée à partir des scories de hauts fourneaux, un résidu de la production métallurgique. Tout commence sur le parc à matières premières, par une préparation minutieuse. Les roches sont concassées et triées pour obtenir des fractions de la bonne taille et une composition minérale idéale. Les composants du futur verre ou de la future roche sont dosés avec une précision d'apothicaire, car c'est des bonnes proportions que dépendent les propriétés clés des futures fibres, leur solidité, leur durabilité et leur résistance à la température. Ensuite, le mélange préparé, que les professionnels appellent la composition, est envoyé vers son cœur ardent, le four de fusion. Il peut s'agir d'un cubilot vertical, où la matière première fond sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion du coke, ou d'un immense four à bain. Ici, à une température de 1400 à 1500 degrés, les composants solides se transforment en une masse en fusion homogène et visqueuse. Ce processus est surveillé en permanence, car le moindre écart de température peut altérer la viscosité de la masse, et donc influencer l'épaisseur et la longueur des futures fibres. Quand la roche a finalement cédé au feu et s'est transformée en une masse liquide, vient l'étape la plus cruciale et la plus spectaculaire, la fibrillation. La masse en fusion est déversée en un fin filet sur les rouleaux d'une centrifugeuse, tournant à une vitesse folle. Sous l'effet d'une force centrifuge colossale, la masse incandescente est étirée et déchirée en des millions de filaments microscopiques. Pour les rendre encore plus fins, on y dirige en plus un puissant jet de gaz chaud ou de vapeur. Tout ce processus ressemble beaucoup à la fabrication de la barbe à papa, sauf qu'à la place du sucre, il y a de la roche en fusion. Directement pendant la formation de ces fibres, on y pulvérise un liant spécial, généralement à base de résine sans danger. Il est nécessaire pour lier les milliards de filaments individuels en un tout cohérent. On y ajoute également des additifs hydrofuges qui confèrent au futur isolant ses propriétés déperlantes. Un nuage de ces fibres fraîchement créées, déjà traitées avec le liant, se dépose doucement sur un large convoyeur en mouvement. Un mécanisme pendulaire spécial les répartit uniformément sur toute la largeur, formant un premier tapis, encore lâche et doux. C'est ici que se met en place la future structure du matériau, chaotique ou stratifiée, dont dépendront ses caractéristiques mécaniques. Pour que ce tapis duveteux acquiert solidité, élasticité et sa forme définitive, il est envoyé dans une longue chambre de polymérisation. Ici, sous l'effet d'air chaud à une température d'environ 250 degrés, la résine liante durcit, liant solidement les fibres entre elles en une structure tridimensionnelle. L'humidité excessive s'évapore, et de la chambre sort une nappe de laine minérale déjà solide et stable. Après cette trempe à chaud, le matériau a besoin de refroidir. Des ventilateurs y font passer de l'air à température ambiante, le préparant pour l'étape finale. La bande infinie de laine minérale arrive sur la ligne de découpe. Des scies circulaires et des fraises acérées la découpent en longueur et en largeur pour former des panneaux ou des rouleaux de dimensions précises. Les usines les plus modernes utilisent pour cela des complexes robotisés avec découpe au jet d'eau, ce qui assure une précision parfaite et une absence totale de poussière. La dernière étape avant que l'isolant ne parte sur les chantiers, c'est l'emballage. Comme 99% du volume de la laine minérale et de l'air, on la comprime pour faciliter le transport et le stockage. De puissantes machines pressent le produit, réduisant son volume de plusieurs fois, et l'emballent hermétiquement dans un film résistant.
Mais pas d'inquiétude, grâce à l'extraordinaire élasticité des fibres. Après déballage, le matériau retrouve en quelques minutes son épaisseur initiale et toutes ses propriétés uniques, prêtes à servir pendant des décennies, en conservant la chaleur et le confort de nos maisons. Il est important de noter que les usines modernes ont transformé la production en un processus pratiquement sans déchets. Toutes les chutes et les restes de matériaux sont collectés et retournés au tout début du cycle, dans le four de fusion, économisant ainsi les ressources naturelles et l'énergie. L'ampleur de cette industrie et son impact réel sont impressionnants. Le marché de la laine minérale en Europe est un secteur gigantesque, où la production annuelle dépasse les 10 millions de tonnes. Selon les estimations des experts, sur 50 ans d'exploitation, chaque tonne de laine minérale produite permet d'éviter l'émission de plus de 200 tonnes de dioxyde de carbone, grâce aux économies d'énergie sur le chauffage et la climatisation. Cette contribution colossale à la lutte contre le changement climatique fait de ce matériau non seulement un produit de construction, mais aussi un élément stratégique pour l'avenir. Bien que la laine minérale semble douce dans sa masse, chaque fibre individuelle est une aiguille microscopique de verre ou de roche. Son diamètre n'est que de 3 à 7 micromètres, soit environ 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Au contact du matériau, surtout lors de sa découpe, une partie de ces fibres minuscules mais fragiles se brise. Les fragments pointus se déposent sur la peau et irritent mécaniquement ses couches supérieures, provoquant une sensation de picotement ou de démangeaison. Cette sensation n'est pas une réaction chimique ou allergique, mais une irritation purement mécanique, semblable au contact de milliers d'échardes microscopiques. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille avec de la laine minérale, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, gants, vêtements à manches longues, lunettes et masques respiratoires. Les fabricants modernes ont considérablement amélioré la qualité de la fibre, la rendant plus élastique et moins cassante. Des liants de meilleure qualité retiennent mieux les fibres à l'intérieur du panneau, ce qui réduit la quantité de poussière et de particules libres. La laine minérale d'aujourd'hui est donc plus sûre et plus confortable à travailler que ses équivalents d'il y a 20 ans.